Bonjour à tous, bienvenue dans le QG, l'émission politique de Télé Grenoble. 45 minutes chaque semaine en tête-à-tête avec un élu du territoire dont les décisions impactent directement notre vie quotidienne. Aujourd'hui, je reçois Christophe Ferrari. Bonjour. Bonjour, bienvenue, président de la métropole grenobloise depuis 2014, maire du Pont-de-Clé également. Vous avez été reconduit à ces deux postes en 2020, un mandat de 6 ans. On est en 2023, on est donc au milieu du gué. Ce sera l'occasion au cours de cette émission de faire un petit bilan à mi-parcours des actions de la métropole. Mais avant ça, je voulais vous interroger sur la réforme des retraites et la longue séquence de contestation qui est en train de s'achever. Vous n'êtes plus membre du Parti socialiste, mais vous restez un homme de gauche. Donc j'imagine que vous n'étiez pas forcément très favorable à cette réforme. J'étais totalement opposé à cette réforme qui, d'abord, a été extrêmement brutale, peu de concertation avec les partenaires sociaux. Je crois qu'on ne construit plus dans ce pays des réformes sans finalement tenir compte des points de vue qui s'expriment. Et puis, je pense que le sujet du financement des retraites a été d'une certaine façon écarté, nous expliquant qu'il n'y avait qu'un chemin, un seul, unique, alors que bon nombre d'acteurs très spécialisés sur ces sujets nous ont montré que le sujet de 64 ans n'était pas forcément le sujet et qu'il y avait, je dirais, à prendre particulièrement soin d'un certain nombre de catégories de notre population qui aujourd'hui considéraient que parce que l'espérance de vie augmente, on doit travailler plus. C'est un paradigme qui est contestable. Pourquoi ? Est-ce qu'on ne s'use pas plus aujourd'hui au travail ? Est-ce que les conditions collectives de travail sont finalement plus apaisantes qu'avant ? Je ne crois pas. Donc moi, j'étais totalement opposé. Je regrette ce passage en force, ce 49-3. À un moment donné, si le gouvernement voulait trouver une majorité avec les LR, il avait qu'à la trouver. Et dans ces cas-là, cette réforme aurait été sans doute beaucoup plus dure, parce que les LR voulaient une réforme des retraites beaucoup plus dure, assez comptable, financière, ne tenant assez peu compte finalement de la réalité humaine. Ils ne sont même pas allés chercher ça. Ils ont essayé quand même en acceptant les amendements proposés par les LR. Mais ils se sont fait un peu piéger, on va dire. À un moment donné, cela montre encore une fois qu'ils ne se donnent pas tous les moyens de construire une majorité et de respecter finalement cette diversité du Parlement. Parce que c'est ça le sujet, en fait. C'est les Français, ils ont voté, ils ont fait un choix qui est extrêmement clair. Je pense qu'il faut tenir compte de cela. Et le rôle du président de la République, c'est de tenir compte de cela. Alors vous n'êtes pas le seul, Christophe Ferrari, à être opposé à cette retraite. Il y a eu beaucoup de monde dans les manifestations ces dernières semaines. On voit des images à Grenoble lundi pour la manifestation traditionnelle du 1er mai qui a battu des records par rapport à ce qu'on a habituellement en fréquentation sur un épisode comme celui-là. Il y avait entre 18 000 et 35 000 personnes selon les sources, ce qui montre que la mobilisation est toujours là. L'affaire est néanmoins entendue, le texte a été promulgué, c'était la 13e manifestation. J'imagine qu'au bout d'un moment, ce type de protestation va s'épuiser. Je ne sais pas si ça va s'épuiser, je ne crois pas. Je pense que c'était... on a vu revenir dans les cortèges des gens qui n'y étaient plus depuis un moment, ce qui montre que ce n'est pas comme ça en se levant le matin. Il y avait vraiment profondément des choses qui étaient exprimées. Et à force de ne pas écouter cette rue, à force de ne pas écouter les gens qui s'expriment, écoutez, on construit des colères dont on ne sait pas ce qu'elles sortiront des urnes à un moment donné. Et moi, mon inquiétude est là. Mon inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, de ne pas entendre cette colère, et notamment de la gauche, des femmes et des hommes de gauche aujourd'hui, est en train de construire un chemin pour l'extrême droite dans ce pays. Et ça sera la responsabilité du président de la République et de sa majorité. En tout cas, on voit mal comment Emmanuel Macron reculerait aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé. Il restait un petit espoir. C'était cette semaine le Conseil constitutionnel qui devait se prononcer sur la validité ou pas de ce RIP, un référendum d'initiative partagé, qui aurait permis éventuellement de faire appel au peuple pour remettre en cause cette décision. Le Conseil constitutionnel a refusé le concept du RIP. Passer par un référendum sur ce type de décision, ça vous paraît une bonne idée ? C'était une très bonne idée. Mais moi, je pense que écouter, faire un pas de côté, entendre, même si ce n'est pas le point de vue qu'on porte, ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est un véritable acte de courage politique. Il faut entendre que de temps en temps, on n'a pas raison tout seul.
Et globalement, même si on pense que son point de vue est le meilleur, il peut arriver à des moments donnés, dans le contexte politique, ce n'est pas ce qui est partagé par les femmes et les hommes qui sont dans ce pays. C'est vrai pour un président de la République, c'est vrai pour des élus locaux également. On ne peut pas avoir raison tout seul, ça n'existe pas. Il faut savoir entendre, il faut savoir écouter, et puis il faut savoir finalement faire évoluer les projets. Je pense que le président de la République aurait eu tout intérêt à dire, bon écoutez, sur ce sujet-là, vous avez quand même eu des interventions de Dominique Strauss-Kahn qui ont quand même rééclairé des choses d'une certaine façon. Il avait dit qu'il avait tout faux. Ben oui, mais à un moment donné, c'est pas le plus gauchiste des hommes politiques, Dominique Strauss-Kahn quand même. Donc il faut savoir entendre ça. Moi, je ne pige pas qu'on ne puisse pas savoir entendre. C'est quelque chose qui me dépasse. Pour revenir au référendum, est-ce que le peuple a toujours raison sur les sujets sur lesquels on peut le solliciter? On se souvient d'un référendum de Maastricht qui avait divisé entre le verdict populaire et puis ce que les décideurs de l'époque voulaient faire. Il y avait un schisme entre les deux. Finalement, c'est le politique qui avait gardé la main. La question n'est pas de savoir si le peuple a raison ou s'il a tort. La question, c'est lorsqu'il vote, on respecte son point de vue. Même s'il a tort. Personne ne peut savoir s'il a tort. En tout cas, il le décide. C'est vrai que certains ont aussi appelé un référendum, par exemple, pour l'augmentation des impôts. Là, je reviens sur un sujet local de la taxe foncière à Grenoble. Et c'est sûr qu'un sujet comme ça, en référendum, aurait eu peu de chances d'être validé. Les impôts, ça reste quand même un outil important quand on est en place politiquement. Ah oui, bien sûr, c'est essentiel. C'est un vrai élément de souveraineté des communes, des intercommunalités. D'ailleurs, on voit qu'au fil du temps, on a réduit l'espace de possibilités. La réforme de la taxe d'habitation, qui a été une décision nationale sur un objet local. C'est d'ailleurs facile de faire des cadeaux avec l'argent des autres, en fait. Est-ce que cet argent revenait aux communes? Oui, c'était l'argent des communes. Donc en disant, bon, en fait, c'est pas mon budget, mais c'est le budget des autres. Mais je sais que ça sera populaire. C'est fastoche comme décision. C'est sûr que si vous faites un référendum, vous êtes pour ou contre les impôts, les gens vont dire très majoritairement, on est contre. C'est comme la gratuité des transports. Vous demandez, vous êtes pour ou contre la gratuité? Évidemment, les gens vont voter, vont dire oui. Si vous leur expliquez oui, mais ça veut dire qu'il faudra augmenter les impôts de la collectivité quand même pour compenser le manque à gagner du prix du billet ou du prix des abonnements, là, ils vont vous dire « Ah non, c'est un peu plus compliqué ». Donc, en fait, la question, à un moment donné, du référendum, je dirais, doit poser la question, mais doit amener sans doute pas qu'une seule question dans un référendum. C'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi de façon, je dirais, d'expliquer le contexte d'une décision. Si on dit pas d'impôt, qu'est-ce qu'on fait? C'est aussi d'autres choix. Donc, à un moment donné, ça ne peut pas être simplement le choix du volet de recettes, ça doit être aussi le choix du volet de dépenses. Et c'est là il doit y avoir un débat plus large. Si je vous parle des impôts, c'est que c'est un sujet qui s'est imposé dans l'actualité de l'agglomération grenobloise ces dernières semaines. Plusieurs villes ont choisi d'augmenter leur taxe foncière, puisque c'est le dernier levier dont elles ont la maîtrise. Il y a eu Chirol, il y a eu Cessin, il y a eu Grenoble également. Il y a eu des augmentations au Pont-de-Claix chez vous? Non, nous, on avait réalisé une bascule de fiscalité il y a à peu près 7-8 ans, où on avait augmenté la taxe foncière, mais diminué d'équivalence la taxe d'habitation. Ce qui fait que pour les propriétaires occupants, ça n'avait entraîné aucune évolution. Mais c'était par contre, on demandait un effort aux grandes entreprises locales qui étaient assujetties à l'impôt foncier de participer plus largement. Ce qui ne leur avait posé à ce stade aucun souci et ce qui avait permis finalement de décaler les choses. Nous, on n'a aucunement l'intention d'augmenter la fiscalité à Pont-de-Claix. Elle est déjà élevée à Pont-de-Claix. Et je pense que notre action sera plutôt de faire en sorte de réduire la pression sur les ménages à l'avenir. On va voir comment on travaille ceci. Ce n'est pas simple parce qu'on a, à Pont-de-Claix, on n'a plus de dotation de l'État. Hein. Nous sommes en dotation négative. Je rappelle que c'est la ville de Pont-de-Claix qui contribue à la résorption du déficit national, là, environ 250 000 euros par an, qu'on nous prélève sur nos recettes. Donc voilà, on a une petite dotation de solidarité, mais qui est peanuts par rapport à ce qu'on renvoie à l'État.
Alors, pas d'augmentation à Pont-de-Claix, ça n'a pas été le choix des élus grenoblois, hein, puisque la taxe foncière a augmenté de 25% en ce qui concerne la part municipale, ce qui a entraîné un mini remaniement au sein de la majorité métropolitaine, pour le coup, puisque après la décision de la ville de Grenoble d'augmenter ses impôts, 7 élus de la majorité ont émis des réserves. Je ne sais pas si on peut les qualifier de frondeurs, car ils avaient quand même fini par voter cette mesure, mais ils ont été quelques jours plus tard exclus de cette majorité municipale. Il se trouve que 5 de ces 7 élus qu'on voit en ce moment siègent également à la métropole. Il s'agit de Pascal Clouer, Maxence Alotto, Barbara Schumann, Hakim Sabri et Anouche Agobian. Ils faisaient donc partie à la métropole du groupe écologiste, d'Éric Piolle, qui est l'une des 4 composantes de votre majorité. Ils ont décidé de former un 5e groupe au sein de la majorité. Qu'est-ce que ça change pour vous, Christophe Ferrari ? Moi, j'accueille ce 5e groupe comme une nouvelle composante de la majorité. Ils ont montré à la fois leur exigence et leur désir de solidarité de la majorité métropolitaine. C'est des femmes et des hommes d'expérience. Hakim Sabri est un homme politique qui a une histoire politique sur Grenoble et que j'apprécie énormément. Maxence Alotto, mais comme tous les autres, Barbara Schumann et évidemment l'ensemble de ces élus, Anouche Agobian. L'histoire de la gauche, ça a toujours été le débat. En tout cas, nationalement comme localement. La gauche ne peut pas vivre finalement dans une cocotte minute. Ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas mettre en conserve la gauche. Vous ne pouvez pas en faire une conserve comme vous faites un pot de haricots de votre jardin. Donc s'il n'y a pas le débat, il n'y a pas la gauche. La gauche et le débat, c'est indissociable. Moi, j'ai trouvé finalement, je dirais, cette volonté de s'exprimer, mais malgré tout d'être solidaire de l'équipe, assez remarquable. Voilà. Après, c'est un sujet grenoblois sur lequel je n'interviens pas. Aujourd'hui, ça en modifie les contours de la majorité métropolitaine. Ils rentrent dans l'exécutif. Nous avons un exécutif aujourd'hui et ils vont pouvoir tout simplement... ils sont invités, Anouche Agobian et Hakim Sabri, je sais qu'ils contribueront. Donc voilà, moi j'en prends acte. C'est une décision... tout ça est parti d'une décision grenobloise, pour laquelle moi je suis particulièrement étranger. Mais je regarde et j'observe, je dirais, cette évolution-là. Oui, alors ça peut avoir un impact sur le fonctionnement de votre majorité, puisqu'on rappelle que depuis votre élection en juillet 2020, les écologistes grenoblois, Éric Piolle en tête, contestent en tout cas le résultat. Ils estimaient qu'au vu du résultat des municipales, ça aurait dû être un écologiste qui prenne la présidence de la métro. Il y a des vice-présidents qui sont associés à chaque groupe majoritaire en fonction de la taille du groupe. Le groupe d'Éric Piolle vient de perdre 5 élus, il passe de 36 à 31, je crois. Est-ce que ça va rechanger cet équilibre justement des vice-présidents ? C'est inévitable. C'est inévitable parce que là aussi, la gauche, c'est la proportionnelle. C'est les poids respectifs des uns et des autres. Et c'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça que la NUP a construit la répartition des circonscriptions. On pouvait se dire, c'est pas bien, mais c'est, chaque poids, c'est très démocratique, la proportionnelle. C'est d'ailleurs ce qu'a toujours revendiqué les écologistes historiquement dans tous les combats. Quand il y a des fusions de listes, c'est la proportionnelle qui s'applique, pas un de plus, pas un de moins. Donc je vais ne faire qu'appliquer un principe collectif. Vous l'avez dit, il y a 5 élus, mais il y en avait eu déjà 3 avant. Donc ça fait 8 élus qui ont été perdus par le groupe UMA. 8. Aujourd'hui, il y a forcément, je dirais, une surreprésentation en vice-président du groupe UMA. Moi, je vais demander à corriger ça dans les meilleurs délais. Je l'avais déjà dit avant les 5. Il n'y avait même pas eu le départ de Lionel Picollet encore lorsque j'avais demandé ça. Donc vous voyez, ça en fait 6 avec Lionel Picollet. Donc voilà, il va falloir que les choses se rééquilibrent, c'est normal. Si UMA avait gagné des sièges, elle aurait demandé d'être rééquilibrée. Donc il ne peut pas y avoir d'autre chemin que celui-là. Et nous irons, je dirais, je l'espère, de façon apaisée. Tout ceci n'est qu'un sujet de personne. Personne ne peut être attaché à un poste, ni même un groupe. C'est un poids qui est lié à sa représentativité.
J'ai cru que vous alliez dire nous irons au clash, il faut aller au clash, parce que ça risque d'être une discussion tendue, si vous voulez reprendre des vice-présidences aux écologistes. Mais on ne reprend pas. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui des vice-présidents qui ne correspondent pas à leur représentation. On ne prend pas, on rend à d'autres. Il est normal que le groupe des 5 puisse être représenté en vice-président. Il est normal qu'un certain nombre de groupes qui sont sous-représentés en vice-président puissent avoir cette... C'est logique. Personne ne peut être attaché à des postes, à des indemnités peut-être, je n'en sais rien. Donc il faut qu'il y ait cette correction. Ça va être dur, ça va être rugueux, mais c'est juste. Ce qui est posé est juste. Donc il n'y a pas de discussion possible là-dessus. Alors avec ce mini remaniement, comme je le présentais, j'ai pris ma calculette, j'ai fait les comptes. Vous avez une majorité très large en additionnant les 5 groupes, mais en additionnant simplement 4 et en enlevant le groupe UMA, qui pose problème dans votre gouvernance depuis 3 ans, vous êtes majoritaire à une voix, mais il y a 60 élus qui se revendiquent de gauche et qui ne sont pas associés au groupe UMA aujourd'hui dans l'Assemblée métropolitaine. Est-ce que ça change la donne pour vous sur les 3 années à venir, puisqu'on est à mi-mandat ? Ça ne change pas la donne, parce que moi j'ai toujours voulu rassembler la gauche dans toute sa diversité, l'animer, la respecter dans sa diversité. Mais c'est, depuis 3 ans, on peut le dire, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous avez 3 groupes qui fonctionnent particulièrement. Il y en a un qui pose problème. Ça dépend sur quoi, ça dépend comment. Je pense qu'il ne faut pas non plus caricaturer les choses. Si le groupe UMA, à un moment donné, décide de quitter la majorité, ça sera son choix. Mais on ne peut pas dire, parce qu'on enlève 3 vice-présidents ou 2 vice-présidents et des présidences d'un certain nombre de satellites, que c'est un casus belli, chacun assumera. Enfin, je veux dire, il faut se détendre. Hein. Ce ne sont que des postes. Hein. Ce ne sont que des postes. Mais c'est quelque chose de juste et de représentatif. Donc, moi, je continue à animer cette majorité avec plaisir. J'ai du mal à comprendre parfois les positions, je le dis tranquillement. Le dernier sur la Convention citoyenne pour le climat, sur le volet mobilité, pour moi, je l'ai exprimé d'ailleurs très ouvertement dans ma conclusion. Vous n'avez pas été suivi par les élus du MAR, en tout cas une grande partie ? Une grande partie. Là, il y en a eu de nouveau 5 qui n'ont pas voté. Ce qui montre que le problème, il est plutôt à l'intérieur, plutôt que dans le fonctionnement de la majorité. Moi, je ne comprends pas qu'on ait pu voter contre. Qu'on s'abstienne, que tel qu'ils le font au SMAG, sur un certain nombre d'oppositions. Même si pour moi, je ne comprends pas quand on vote des gratuités ciblées, qu'ils puissent s'abstenir dessus. Je ne comprends pas. Quand on définit le programme de la gare de Domaine pour le RER métropolitain, ils s'abstiennent. Alors je croyais qu'ils étaient pour le RER métropolitain. À un moment donné, que tout ne soit pas parfait. Personne ne considère que tout est parfait. Mais on ne peut pas avoir raison tout seul. La coalition, c'est ça. Est-ce que ça veut dire que finalement, UMA ne considère qu'il ne peut gouverner que s'il est majoritaire tout seul et que des composantes se raccrochent à lui? Ou peut-il y avoir finalement un espace de compromis? J'utilise bien le mot compromis, parce que la politique, c'est le compromis. Moi, mon rôle ici, en tant que président de la métropole, c'est trouver ces bons compromis. Pas de la compromission, pas des compromis qui sont des plus petits dénominateurs communs, mais des compromis qui font avancer le territoire. Cette réorganisation des vice-présidences, elle est prévue pour quand? Ce sera avant l'été ou... Moi, je souhaite que ça soit avant l'été, oui, bien sûr. Bon, à suivre. Donc, en tout cas, on ne compte plus les coups échangés entre les 2 composantes principales de la majorité depuis 3 ans. Il y a eu l'affaire Dupont et Sclangon, dont on avait beaucoup parlé en 2021, qui s'était réglée devant la justice. Yann Montgabourou, qui était votre concurrent écologiste au poste de président, a signalé l'an dernier à la justice le non-paiement d'une contravention vous concernant. On est vraiment sur des points de détail dans cette lutte entre les 2 clans. Et puis, il y a eu dans la foulée les révélations de votre ancien chef de cabinet sur l'utilisation d'une voiture de la métro pour vos déplacements personnels. Vous avez commis une faute sur ce dossier? Non, moi je ne crois pas, mais je m'en suis expliqué là-dessus. Tout a été expliqué une fois les choses faites. Donc moi, je dirais, j'attends et je m'exprimerai, je m'expliquerai devant la justice de façon extrêmement sereine sur ce point de vue-là. Mais je me suis exprimé complètement sur ce sujet. Vous pensez que ça ira jusqu'à la justice? Je n'en sais rien.
Éric Piolle, en tout cas, à ce moment-là, on a profité pour pointer du doigt un autre problème, selon lui, c'est le fait que vous soyez rémunéré par l'université en parallèle de votre mandat de président. Il était sur ce plateau à votre place dans le QG politique. Écoutez l'extrait, il n'est pas tendre. En termes de pratique politique, nous avions un engagement en 2014, quand j'ai décidé de le soutenir, et ce que ça lui a permis d'être président de la métropole, c'est qu'il ait du temps à consacrer, donc il passe à un temps très très partiel à l'université, et que le train de vie soit raisonnable, et donc qu'il soit une indemnité basse. Donc là, je lui ai dit, ça... Là, j'ai un problème, parce qu'effectivement, ça a été pointé, c'est pas loin de 10 000 euros net par mois, donc ça me pose un problème, je le dis très simplement, hein, et le temps me pose un problème, ça ne correspond plus à nos engagements. Bon. Qu'est-ce que vous avez discuté ensuite avec lui de cette situation ? Il m'en a jamais parlé. Il vous en a jamais parlé ? Non, jamais. Moi, j'ai découvert cet extrait... Que dire il le dit, il s'en aperçoit aujourd'hui depuis 2014, même depuis 2008, que je suis maire. Je continue à exercer, je dirais, mon rôle de professeur d'université dans les conditions telles que définies par la loi et les règles. Parce que je dis que c'est pas compatible avec le poste d'un président. Non, il l'a jamais dit. Il y a plein d'autres élus qui ont conservé une partie de leur activité professionnelle. Et tant mieux de conserver son activité professionnelle. On est tout le temps en train de se dire, on veut pas de politiques qui sont des professionnels. Moi, je suis devant mes étudiants, je les suis en stage, je les accompagne, je leur fournis des stages d'ailleurs dans les collectivités locales. Je leur permets de construire des projets. Bon, voilà. Je dirais, il y avait une formule qui disait un président ne doit pas dire ça. Je pense qu'un maire ne doit pas dire ça non plus. Surtout de son allié. Bah oui, mais surtout, c'est qu'il faut faut dire la vérité sur les choses. Faut pas la tordre. Bon, voilà. Moi, je suis bien dans mes baskets. Je suis peinard là-dessus. Donc, écoutez, si le sujet d'Éric Piolle, c'est ça... Ça avait l'air. Bah, écoutez, très bien, qui s'occupe avec ça. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Moi, je suis présent à 100% pour la métropole, pour les enjeux de ce territoire. Quand les gens veulent me voir, ils savent me voir. Quand ils ont besoin de me contacter, ils savent me contacter. La métropole prend les décisions, elle avance. Que ça soit les discussions interterritoriales, je suis avec les alliés. Les discussions avec le département, avec la région, avec l'État. Bon, voilà. Donc... moi, je n'ai pas de leçon à recevoir de l'engagement et du temps qu'on passe à la chose publique. Je pense avoir montré que de ce point de vue-là, je faisais plutôt le taf, comme on dit. Alors, je rappelle que vous êtes scientifique, travaillez sur la chimie du climat sur le campus universitaire, une profession que vous aviez avant de faire de la politique. En tout cas, ces différentes affaires de l'automne vous ont incité à lancer une mission de transparence totale sur le statut et l'éthique des élus et les moyens qui leur sont alloués. Ce travail devrait aboutir à la rédaction d'une charte déontologique des bonnes pratiques. C'en est où ce dossier ? En fait, tout ça est parti non pas de ce que vous expliquez les affaires. En fait, toutes les métropoles de France ont été auditées par l'Agence française anticorruption. C'est quelque chose qui a démarré, que ça soit Toulouse, que ça soit Grenoble. Et on a travaillé avec eux. Ils ont d'ailleurs fait un premier élément d'audit. Le rapport, on ne l'a pas encore reçu, on va le recevoir bientôt, dans lequel ils évoquent finalement les éléments de transparence de cette collectivité. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? D'abord, ils ont dit que c'était positif d'avoir donné la présidence de la commission des finances à l'opposition. Que c'était extrêmement intéressant d'avoir donné la présidence de la commission d'appel d'offres à l'opposition. Je rappelle d'ailleurs, au passage, petite incise, que Anticor a baissé la note de Grenoble, notamment pour ces sujets. Donc, moi, je veux bien recevoir des leçons. Chacun doit balayer devant sa porte sur ces sujets-là. Les passer du vert à l'orange. Et l'agence a dit il faut travailler la question des conflits d'intérêts des élus. Il faut travailler la question des cadeaux aux élus. Parce que les élus reçoivent des cadeaux, ça arrive. Et globalement, il faut qu'on définisse la règle. C'est quoi ? Est-ce qu'on veut 0 € pour les cadeaux ? Est-ce qu'on se dit c'est 50 €? Paris a défini une limite extrêmement basse. D'autres disent c'est 60 € par an, maximum. La question des invitations par les entreprises, des élus.
et notamment dans les procédures de marché public. Donc c'est pour ça que moi j'ai souhaité confier à l'opposition la présidence de la commission d'attribution des marchés. Je sais que c'est fait en transparence. C'est le maire de Vif qui est président de cette commission. Il le fait avec beaucoup d'énergie, beaucoup de talent. Et globalement, vous entendez un sujet sur les marchés métropolitains? Aucun. Donc les choses, finalement, se font. Le rapport sera fait. Moi, j'ai dit, écoutez, on va engager ce travail sur la question des conflits d'intérêts des élus. En même temps aussi, on a lancé un travail sur les satellites, sur la rémunération des directions, sur, je dirais, la formalisation des procédures dans les satellites qui dépendent de la métropole, où la métropole est actionnaire, où la métropole est actionnaire majoritaire, minoritaire. Donc on fait un boulot qui est logique. Je vais vous donner des exemples simples de conflits d'intérêts. Conflit d'intérêts, je suis membre d'une association et je vote pour une subvention pour cette association. Est-ce que je suis en conflit d'intérêts? En fait, la question n'est pas de juger les élus. La question, c'est de les accompagner. De leur poser un cadre. De leur poser un cadre et de leur dire, en fait, là, attention, votre mari ou votre épouse est directeur ou travaille dans une des structures. Est-ce que c'est compatible que vous puissiez voter ça? Vous voyez, on met des cadres de rigueur, d'éthique. L'Agence française anticorruption nous a demandé de le faire. Elle considère d'ailleurs, il est plutôt considéré que c'est bien que ce soit un politique qui suive cette mission, à la différence de ce que m'a dit Humain. Le groupe U écologiste a écrit d'ailleurs qu'il ne voulait pas que ce soit un élu qui suive ça, que ce soit plutôt un technicien. Il refuse d'ailleurs d'y siéger à cette commission. Considérant d'ailleurs, parce que le groupe d'Alain Carignon est membre, ils ne peuvent pas... par rapport à ce qu'a été le passé d'Alain Carignon. D'ailleurs, c'est pas Alain Carignon qui siège, c'est un de ses élus. Mais son groupe, il est représenté. Il est légal. Il siège d'ailleurs dans tous les autres groupes de travail. Je ne vois pas pourquoi il ne siégerait pas sur celui-là. Les écologistes n'y siègent pas aujourd'hui. C'est quand même étonnant. Donc voilà, ce travail-là, il est mené. Il permettra de se donner un cadre. Il permettra tout simplement de sécuriser aussi les élus. Parce que parfois, écoutez, c'est pas si simple de savoir si on est dans le champ du conflit d'intérêts ou si on n'y est pas. La loi 3DS, la nouvelle loi, a obligé beaucoup plus de transparence sur ce que font les élus dans les satellites. Désormais, on doit savoir s'ils sont présents, s'ils sont absents. Ça doit être déclaré. Ce qu'ils disent, si la feuille de route qui est portée par la collectivité qu'ils représentent est respectée, etc., etc. Moi, je ne fais que mettre en place des choses. Certains ont évoqué le fait que c'était une façon, une espèce d'écran par rapport aux éléments que vous évoquiez. C'est pas du tout ça. L'Agence française de l'anticorruption a fait son travail à Grenoble, elle l'a fait à Strasbourg, elle l'a fait dans toutes les métropoles. Et puis, nous le faisons aussi sur le personnel. Nous le faisons aussi sur le personnel. Le personnel qui est dans les cellules des marchés publics. Si l'époux, l'épouse travaille dans une des entreprises qui est adjudicataire d'un marché, est-ce que ça pose problème? Ça pose pas de problème. Nous travaillons là-dessus. Nous mettons en place des mécanismes de déport de ces personnes, de façon à les protéger aussi. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, moi je trouve que tout ça a fait un foin qui ne méritait pas. Je pense que tout ceci est logique, on construit. Et moi je suis très fier d'avoir donné à l'opposition la présidente de la commission des finances et la commission d'appel d'offres. Je pense que c'est logique. Alors il y a peut-être un sujet, Christophe Ferrari, où vous auriez pu être complètement en phase avec les écologistes, c'est la préservation de l'environnement, avec un objectif affiché par beaucoup de collectivités locales d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Alors pour y arriver à la métropole, vous aviez demandé l'an dernier à une centaine d'habitants de l'agglomération tirés au sort de réfléchir à des propositions. La semaine dernière a eu lieu un conseil métropolitain extraordinaire pour entériner les propositions faites par cette convention citoyenne métropolitaine. On voit, vous étiez délocalisé à Alpexpo pour pouvoir accueillir tout le monde. C'est un lieu symbolique pour la métro Alpexpo. Je me rappelle que c'était là où vous aviez été élu en 2020. 200 propositions étaient sur la table. Comment ça s'est passé, ce conseil extraordinaire ? Moi, j'ai trouvé qu'il s'est très très bien passé. Il a été long, mais il a été, je trouve, passionnant. Beaucoup de votes à l'unanimité, quasiment tous les votes à l'unanimité. Moi, ce que je voudrais dire, au-delà des remerciements que j'adresse aux citoyens, et qui ont été formulés par tous les groupes politiques, de la droite comme de la gauche, c'est que la Convention citoyenne pour le climat métropolitaine a posé un élément de référentiel qui est désormais le nôtre. Ça n'a pas été, comme certains pouvaient le croire à un moment donné, ou avoir peur
sorte de leçon qui nous était donnée par les citoyens de faire mieux, de faire plus, de faire ceci. Non, ils sont allés au fond des sujets. Ils ont énormément bossé. Ils ont compris les enjeux qui pesaient, la difficulté sur certains choix de prendre des décisions et de les éclairer. La gratuité des transports notamment. Ils ont une position qui est extrêmement intéressante. Donc, ils ont posé un référentiel commun. Quasiment toutes les délibérations ont été votées à l'unanimité. Il n'y a que celle qui concerne les mobilités qui ne l'a pas été. Mais qui est symbolique quand même sur le... Oui, qui est symbolique, mais qui était sur quoi? Qui était sur quoi? La gratuité des transports. La gratuité totale n'est pas possible. C'était les études de Yann Mongaburu, 2019. L'étude de Yann Mongaburu disait quoi en conclusion? Il y a trois leviers pour permettre la gratuité. Que la métropole donne plus, c'est ce que nous faisons déjà, dans une situation où le passage Covid a sacrément mis en difficulté le SMAG et la SPLM TAG. Donc on est là quand même pour faire en sorte que nos outils, ils tiennent, ils soient debout. Ce n'était pas le cas avant. En 2019, on aurait pu imaginer. Faire bouger des éléments nationaux, TVA, sur les transports, les dotations, etc. etc. Donc ces éléments-là qui relèvent du national, permettez, je ne suis pas parlementaire, mais c'est d'ailleurs un des éléments. J'ai eu Cyrielle Châtelain au téléphone hier, qui est très emballé par les résultats de la Convention citoyenne. Députée écologiste, présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, qui me dit, on va les saisir, les députés, et qui, elle, a très envie de porter une proposition de loi sur la base de ce qu'on demande à l'État sur la Convention citoyenne pour le climat grenobloise. Je trouve que tout ça est très chouette et ça a été un beau boulot. Donc voilà, moi je suis très fier. Je remercie les vice-présidents, Pascal Clouer et Pierre Véry, qui ont bossé là-dessus comme des dingues. Et globalement, le résultat, en fait, il est là et je pense qu'il fera référence aujourd'hui dans notre territoire. Et c'est un des éléments de cette innovation de ce territoire, cette capacité finalement à faire collectif sur des sujets. L'État avait lancé sa convention citoyenne avant la vôtre, qui a accouché de pas mal de déceptions, en tout cas si on en croit ceux qui ont participé. On avait reçu sur le plateau de Télé Grenoble les Iséroises qui avaient fait partie de ce tirage au sort national. Pour le coup, quelle garantie vous avez apporté aux citoyens de la métropole sur le fait que les propositions qu'ils vous ont faites seront mises en œuvre? En tout cas, il y a beaucoup de propositions qui étaient déjà en cours. On les a toutes auscultées pour vérifier si nous étions au bon niveau de la neutralité carbone 2050 ou s'il y avait besoin d'accélérer. Elles étaient déjà en cours parce que vous aviez anticipé, vous aviez eu la même idée qu'eux Parce qu'on était en phase. Je ne veux pas dire si on avait la même idée qu'eux. En fait, parce qu'il y a des idées qui font corps, en fait, entre les élus et les citoyens. Celles-là, elles sont là. Il y a des idées nouvelles et dans lesquelles que nous allons engager et sur lesquelles nous allons mettre des moyens. Donc on va mettre en phase notre PPI, notre budget. Pour cela, on ne pourra pas faire tout seul. On a besoin que l'État nous aide plus là-dessus, mais nous aider, ça ne veut pas dire nous donner de l'argent sonnant et trébuchant. C'est faire bouger des leviers. C'est faire bouger des leviers, la TVA sur les transports, permettant d'avancer, de mettre plus de moyens dans le développement des transports en commun. Les citoyens ne veulent pas de la gratuité tout de suite. Ils disent des gratuités ciblées qui vont tout simplement tendre vers une gratuité. Ils disent qu'il faut renforcer l'offre de transport en commun vers la périphérie, accentuer l'offre. Et ils considèrent d'ailleurs que c'est prioritaire devant même la gratuité des transports. Donc vous voyez qu'ils ont quand même posé le débat, je dirais, de façon extrêmement rationnelle et intelligente. Leur contribution sur la ZFE, elle n'est pas radicale. Elle n'est pas radicale. Donc je pense qu'il faut vraiment entendre cela. Et on n'a pas raison tout seul. On a raison en discutant avec les autres. Et il faut entendre ce que disent les autres forces politiques et les citoyens aussi. Alors cette ZFE que vous évoquez fait beaucoup parler tous les groupes politiques depuis des mois, puisque l'échéance approche. Elle va se mettre en place le 1er juillet. Alors c'est pas de votre fait, c'est une loi, la loi climat et résilience, qui impose aux grandes villes, aux grandes agglomérations françaises de mettre en place ces restrictions, ces interdictions pour les véhicules les plus polluants de circuler. Il y a 13 communes de l'agglo qui font partie de cette ZFE. Pont-de-Claix en fait partie, bien sûr? Oui, Pont-de-Claix en fait partie, même si ça va être extrêmement compliqué pour les citoyens de Pont-de-Claix. Parce que vous ne pouvez pas avoir des sujets de transition écologique sans véritablement de la justice sociale. On ne peut pas finalement considérer que la justice sociale, c'est à part
Et c'est pas un sujet. Donc nous, on a essayé de construire cette ZFE sur la base de ce que l'État nous a confié. Tout simplement en regardant ce qu'étaient les modulations qu'on pouvait faire sur le territoire. C'est pour ça qu'on a fait une concertation préalable. On l'oublie, on a tous fait une concertation préalable. On était tous d'accord là-dessus. Elle a dit on ne veut pas de ZFE permanente. OK, il n'y aura pas de ZFE permanente. Elle sera le lundi au vendredi, pas le week-end. Parce que les gens ont envie de pouvoir utiliser leur voiture pour pouvoir aller en week-end ailleurs, pour pouvoir aller aux compétitions de sport des enfants ailleurs, etc. C'est du bon sens. On a écouté le bon sens des gens. On ne peut pas concerter et après dire écoutez, non, on ne vous écoute pas. En tout cas, ce n'est pas mon style. Si d'autres veulent endosser ce costume, qu'ils l'endossent. En tout cas, ça ne sera pas le mien. Donc, et ils demandent des dérogations. Donc, on applique des dérogations qu'eux-mêmes ont demandé. Les petits rouleurs. Je me rappelle les personnes âgées à Pont-de-Clé qui m'ont dit, c'était au moment du vote de l'élection présidentielle, au moment où ils mettaient leur bulletin dans l'urne, Monsieur le maire, pensez pour la ZFE, moi je suis un petit rouleur. C'est-à-dire que je fais moins de 5000 km par an, et c'est sûr que c'est un non-sens écologique de changer une voiture pour 5000 km parcourus. On est dans un sujet qui est compliqué. Après, moi j'aurais très bien pu dire, non, mais j'en veux pas, c'est compliqué, l'État nous confie des trucs. Non, ma responsabilité, c'est de le faire. Il faut y aller, parce que la qualité de l'air, c'est un sujet de santé publique. J'ai 2 enfants de 4 ans. Moi, d'avoir fait la queue chez la pédiatre aux vacances de Noël pour avoir un rendez-vous, parce qu'il faisait de la bronchiolite, alors qui n'est pas que lié à la pollution, mais qui est accentué par la pollution, j'ai pas envie. J'ai envie que l'air s'améliore. Mais j'ai pas non plus envie que je considère qu'il faut être aussi raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que dans à peine 1 an ou 2 ans, l'air de Grenoble soit l'air d'Aurillac. À un moment donné... C'est ce que vous demandez Éric Piolle. Hein. Mais, oui, mais bien sûr. Mais on en parlait après du PPA. Enfin, je veux dire, mais c'est absurde. C'est la logique de l'absurde. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez arrêter de chauffer les logements? Vous voulez arrêter de chauffer les logements? Vous voulez arrêter de produire? Vous voulez arrêter à Tanor de brûler les déchets? Voilà. Donc moi, je dis, on a mis quelque chose... 13 comités de pilotage sur la ZFE. 13 à 13 communes. On a essayé de trouver le consensus, etc. Moi, d'ailleurs, je ne comprends pas l'avis de la ville de Grenoble aujourd'hui. Ce n'est pas celui qui a jamais été exprimé dans ces comités de pilotage. Donc, je ne sais pas. Je ne comprends pas la méthode. Il voulait une ZFE intégrale, comme elle était prévue dans le texte, avec l'interdiction de tous les critères 5, puisqu'on commence par ça. Mais ça sera 4. Le cas. Mais en permanence, c'est sur l'ensemble de la zone. C'est pas ce qu'ont dit les citoyens. Bon, à un moment donné, soit on les écoute, soit on ne les écoute pas. Et d'ailleurs, la Convention citoyenne sur le climat ne dit pas ce que dit la ville de Grenoble aujourd'hui. À un moment donné, soit on écoute les citoyens, soit on ne les écoute pas. Moi, je les écoute. Alors, le consensus et l'écoute des citoyens et le bon sens que vous évoquez peut amener quand même à faire en sorte que ce fonctionnement de la ZFE qui va être opérationnel à partir du 1er juillet, puisse être un petit peu compliqué et peut-être un euphémisme à concevoir pour ceux qui vont devoir l'utiliser. C'est en tout cas l'avis d'Alain Carignon qui était à votre place il y a juste 3 semaines. Éric Piolle est jusqu'au boutiste. Christophe Ferrari ne peut pas choisir, et donc il met en place une usine à gaz. Il faudra un livre de 20 pages quand vous monterez dans votre voiture pour savoir si où vous avez le droit d'aller. Par rapport aux dérogations. Quand vous aurez le droit d'y aller, pourquoi vous avez le droit d'y aller, c'est évidemment illisible et inapplicable. Et ensuite, le message global, il est incompréhensible pour le citoyen. Est-ce qu'il n'a pas raison sur le fond? J'ai compris vos arguments et l'écoute de la population, mais non, mais il n'y a pas de dispositif. Enfin, le dispositif de Grenoble, je dirais, il est comparable sur un certain nombre de plans avec le dispositif de Toulouse, avec celui de Paris, avec celui de Strasbourg. Donc des métropoles de toute sensibilité politique. C'est le cadre national qui nous a amené à ça. En fait, de définir si c'était permanent ou pas permanent, et de définir s'il y avait des dérogations. Donc oui, il y a des dérogations. On l'a fait pour les entreprises, dans le cadre de la ZFE, poids lourds, véhicules utilitaires légers. D'ailleurs, ils sont venus nous redemander des dérogations. Donc la dérogation, ça permet simplement de se dire, quand on n'a pas le véhicule propre qui correspond à celui qu'on doit changer... On peut employer encore le sien. On peut employer encore le sien. C'est plutôt des dérogations de bon sens. Donc ce qu'on va faire, nous, ce qu'il faut, c'est que le système soit lisible. On va mettre une agence de conseil en mobilité, c'est la SPLM TAG qui va le faire, avec des femmes et des hommes, qui vont répondre tout simplement aux interrogations des gens.
Le foyer va venir en rendez-vous. Qu'est-ce que je fais? J'ai une voiture qui a un critère 5. Je l'utilise pour faire ça, 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 ça. Qu'est-ce que je peux faire? Soit vous abandonnez votre voiture et vous basculez sur les transports en commun et tous les modes. Et dans ces cas-là, on donne 1 000 € par an de chèque. 1 000 € par an pendant 3 ans. Donc la gratuité des transports, on l'a fait. Ça, c'est clairement une gratuité des transports. Pour tout, même le RER qui ne dépend pas de nous, le TER qui ne dépend pas de nous, pour les transports départementaux, ça te permettra. L'abonnement Cities, le vélo, les transports en commun. Avec 1 000 €, vous pouvez faire des choses quand même. Hein. Vous avez de quoi. Si vous ne changez pas de votre voiture, vous avez toujours 1 000 € quand même pour goûter les abonnements transports en commun, tester, etc., etc. Ce qui est quand même pas mal, mais pour 1 an, si vous gardez votre voiture. Si vous décidez vous êtes obligé de changer votre véhicule parce que vous ne pouvez pas vous en passer. Et ça va correspondre à des populations parce qu'ils travaillent au sud de la métropole, ils vont bosser dans le Voironnais ou dans le Grésivaudan, etc., etc. Et il y a besoin de ça. Et bien dans ces cas-là, on mettra, en plus des aides de l'État, des aides au changement de véhicule. On a calculé nos aides de façon à ce que, sur finalement des véhicules, je dirais tout simplement d'occasion dans le marché actuel, il n'y a quasiment pas de reste à charge pour les foyers. Donc on l'a calculé, ça. Ce n'est pas un système d'usine à gaz. C'est un véritable système où on a bossé chaque détail de façon à ce qu'il soit le plus intelligent. S'il y a besoin de corriger, on le corrigera. Et on mettra en sorte. C'est pour ça qu'on a permis, c'est pour ça que là aussi on s'oppose à un des amendements des écologistes qui est absurde. C'est celui de considérer que si des gens ont un véhicule 5, un critère 5, 4 ou 3, et qu'ils ont besoin de changer de voiture, et qu'ils ne peuvent pas se payer un critère 0, mais par contre, on leur permet de prendre un critère 1, essence, d'occasion. Parce qu'ils ne pourront se payer que cela. Les écologistes ne veulent pas de ça, en disant pas de thermique, c'est fini le thermique, etc., etc. La métropole de Lyon trouve que notre idée est très bonne. Ça veut dire qu'il y a quand même des écologistes qui considèrent que l'idée n'est pas si stupide que ça. Donc vous voyez, on a construit pendant 13 comités de pilotage. Je les ai animés avec Pierre Véry, Cécile Sénatiempo, avec toutes les communes dans leur diversité. Là, majorité comme opposition. Hein. Personne ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de la concertation. D'ailleurs, tout le monde le dit. Le maire de Fontaine, le maire de Cessin, etc. Vous aviez d'ailleurs reculé la mise en place de cette Mais bien sûr, on a essayé de tailler ça le mieux possible. Mais à un moment donné, on ne peut pas bazarder la justice sociale, simplement l'incarner par des slogans. Elle doit avoir une réalité. Nous atteignons nos objectifs de qualité de l'air avec cela. Et c'est pour ça que je suis très fier de ce que l'on a fait. Même si ça va être difficile, même si ça va être compliqué, même si je vais me prendre des bonnes gifles à Pont-de-Claix par une partie de ma population, mais je les accompagnerai. On est là pour accompagner. On est là pour trouver des solutions. L'écologie, c'est trouver des solutions. C'est pas simplement présenter des murs en face de vous. Si l'écologie, c'est des murs, alors on ne réussira pas la transition écologique. Il y aura des contrôles de ces dérogations, de ces critères, de ces vignettes, critères 5, qui seront interdites une partie du temps sur ces 13 communes. Comment ça va être À partir du moment où on a une zone à faible émission qui n'est pas permanente, il n'y aura pas de contrôle en stationnement. Donc ça veut dire que les polices municipales volontaires, des contrôles avec, des contrôles coup de poing avec la gendarmerie, la police, pourront être organisés. Mais ce qui permettra le contrôle de façon définitive, c'est lorsqu'il y aura tout simplement de la vidéo-verbalisation avec des systèmes qui devront être automatiques. L'État devait le mettre en place, il a mis du temps. Là, on sent que ça bouge de ce point de vue-là. Il demande aux collectivités de les payer. Bon, sympa. Alors, on nous dit qu'on recevra quand même les contraventions. On verra tout ça. Bon, vous voyez quand même que moi, j'aimerais qu'on soit parfois mieux accompagné par l'État. Mieux accompagné. On a porté quand même un peu seul ce sujet de la ZFE localement. Moi, je vous dis, j'aurais pu dire, écoutez, j'ai piscine, j'ai poney, j'ai pas envie. Certains demandaient le report d'ailleurs de 3 ans. Oui, mais c'est pas responsable, ça. C'est pas responsable. Moi, j'ai même entendu des sénateurs qui ont voté la loi, puisque la période des sénatoriales arrivant, ça permet de leur expliquer. Même un sénateur qui siège à la métropole et qui a même dit en conseil, oh, mais la loi, on peut peut-être ne pas l'appliquer. Ben non, en fait, fallait peut-être... à ce moment-là, dire qu'il fallait peut-être des souplesses qui ne sont pas dans la loi. C'est pas parce qu'on a écrit au Premier ministre pour lui dire qu'on n'était pas content de l'application a posteriori. Je considère que, là aussi, les parlementaires, en tout cas ceux qui ont voté la loi, la gauche n'avait pas voté la loi, je rappelle juste. C'est la droite et la République En Marche qui a voté la loi.
Donc moi, j'applique une loi qui n'est pas de mon camp politique, mais je l'applique. C'est la vie et c'est le rôle en responsabilité qui est le mien. Dans cette ZFE, il y a aussi l'objectif de la sortie du diesel. Alors pour 2030, ce n'est pas encore clairement posé, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous dites aux habitants de l'agglomération de ne plus acheter de véhicules diesel ? On a là aussi, parce que dans les 13 communes, on n'a pas réussi à trouver un consensus. La ville de Grenoble va aller tout de suite toute seule. 2028, elle veut y aller tout de suite toute seule. Les communes lui disent non, il faut qu'on soit tous ensemble. C'est intelligent d'avoir une même carte. Strasbourg a 2 cartes, une des CQA 5, 4, 3 et une des CQA 2. Ils sont 4 communes qui ne se touchent pas d'ailleurs. Donc c'est l'interdiction des véhicules diesel. Des véhicules diesel. Et globalement, ils se disent c'est peut-être pas la meilleure façon. Ça doit être encore plus compliqué à appliquer. Mais bien évidemment. Donc moi j'explique aux Grenoblois, je leur dis écoutez, est-ce qu'on ne peut pas trouver un consensus ensemble ? On ne peut pas avoir raison tout seul. On est avec d'autres. On n'est pas tout seul. Il y a d'autres communes autour qui ont des points de vue différents. On s'écoute. C'est peut-être ça le sens aussi des choses. Donc, moi, ce que je dis aujourd'hui, et nous le dirons d'ailleurs, moi je dis aux habitants que, en tout cas, ça sera entre 2028 et 2030 et que globalement, l'achat d'un diesel n'est pas pertinent aujourd'hui. Je le dis. Philippe Cardin, maire de Mélan, a fait une proposition hyper intéressante sur laquelle nous travaillons aussi en disant, mais en fait, le CQA2, il y en a 2 dedans. Il y a le diesel, mais il y a aussi certaines essences. Si on permettait, on maintenait le CQA2 essence. C'est une option. Elle a été proposée par Philippe Cardin. Philippe Cardin contribue, c'est un maire de Mélan qui enfin contribue au débat métropolitain. Il est actif, il fait des choses, il dit des choses, comme sa vice-présidente Mélina Héranger. Donc voilà, moi, ce que je dis, c'est ça, de trouver des consensus, de trouver des solutions. L'écologie, c'est des solutions. L'écologie, c'est pas que de la punition. On comprend en tout cas que le sujet climatique intéresse et inquiète l'ensemble des groupes politiques, l'ensemble de la population aussi. Un collectif scientifique en rébellion vient de se créer à Grenoble. Ils ont mené une action symbolique ce mercredi pour alerter l'opinion publique sur le financement du développement des entreprises les plus polluantes par les banques. Total notamment en ligne de mire. Vous qui avez, Christophe Herré, la casquette aussi de scientifique, je l'évoquais tout à l'heure, puisque vous travaillez dans un laboratoire grenoblois qui a mis justement en évidence ce lien entre l'activité humaine et le réchauffement de la planète il y a un demi-siècle. Est-ce que vous soutenez ce genre d'action ? Moi, je pense que les scientifiques ont un véritable rôle et un devoir d'alerte. Si on avait beaucoup plus écouté les scientifiques au moment du GIEC, des premiers GIEC, peut-être que nous ne serions pas dans cette espèce de tenaille aujourd'hui. Donc moi, je soutiens toujours l'expression des scientifiques. C'est comme les hommes et les femmes de culture. C'est qu'il y a une liberté fondamentale chez les scientifiques de dire. Mais par contre... De plus en plus disent qu'ils ne sont pas écoutés. Ils alertent, mais ils ne sont pas écoutés. En tout cas, ils ne voient pas la concrétisation. Nous avions un comité scientifique Capitale Verte. Nous avons... je dirais la métropole de Grenoble se repose beaucoup sur l'expertise scientifique, notamment sur les questions de climat, de ressources en eau, d'hydrologie avec les scientifiques locaux, parce que d'abord c'est mon histoire, c'est ma vie. Moi, je veux qu'on repose l'analyse écologique sur une approche scientifique. Donc évidemment, moi j'écoute ces scientifiques. D'ailleurs, parmi les scientifiques, il n'y a pas que ceux qui sont dans ce type de collectif. Il y en a d'autres qui sont aussi exigeants sur finalement les nécessaires changements à opérer, mais ils sont dans des éléments de construction différents. Il faut respecter aussi cette diversité dès lors qu'elle respecte les principes, qu'elle ne dégrade pas, qu'elle ne casse pas. Voilà, moi je suis choqué quand on va asperger des tableaux de maître qui sont des tableaux collectifs qui appartiennent à tous. Ça, je ne peux pas l'entendre. Je ne peux pas entendre quand on dégrade du bien. Pour moi, c'est pas possible, ça. Il y a expression, nous sommes dans une démocratie, il y a manière et manière d'exprimer. Donc j'ai compris que vous n'étiez pas forcément en phase avec la forme de cette mobilisation de mercredi. On verra si ce collectif scientifique en rébellion se développe sur la métropole. En matière de pollution, on l'a dit, il y a les déplacements qui jouent un rôle important. Il y a un dossier dont on a l'impression qu'il est en train d'être enterré. En tout cas, c'est le sentiment que certains peuvent avoir. C'est le projet de transport par câble entre Saint-Martin-le-Vinoux et Fontaine. L'ouverture est annoncée pour 2025. Est-ce que on est donc dans
phase terminale du projet. L'opérateur a déjà été choisi, c'est Poma qui devrait construire ce déplacement, enfin ce transport par câble, j'allais dire cette remontée mécanique, mais là on sera à plat. Est-ce que le projet va voir le jour, Christophe Ferrari? En tout cas, moi je le défends et je souhaite qu'il voit le jour. Et je ferai tout pour qu'il voit le jour. Donc le message est extrêmement clair de mon côté. Qu'est-ce qui peut encore aujourd'hui bloquer? Parce que nous sommes dans des procédures. Il y a un avis de la MRAE qui d'abord reconnaît la qualité du travail qui a été réalisé et qui questionne certains points, sur lesquels il faut et c'est dans son rôle la MRAE. Je rappelle que la MRAE vient d'émettre un avis réservé sur le RER métropolitain de Bordeaux. Moi, ce que je veux dire, on ne peut pas avoir... C'est maintenant qu'il faut faire les choix des transitions. Hein. C'est pas dans 20 ans. Hein. Donc un câble, c'est maintenant qu'on le fait. C'est pas dans 20 ans quand on aura urbanisé ou quand on aura transformé les choses. Surtout qu'on parle d'un projet de câble sur Grenoble depuis au moins 10 ans facilement. Il y a des projets de câble partout en France. Et là, on m'expliquerait qu'à Grenoble, il ne peut pas être... il n'y a pas de raison. Moi, j'ai envie de questionner la ZFE aujourd'hui, qui n'a pas été intégrée dans l'intérêt que proposait le câble. Les habitants du Vercors, qui vont arriver en position frontière de la ZFE. Est-ce que cet outil-là ne sera pas un outil intéressant pour ceux qui bossent à la presqu'île, pour ceux qui vont travailler sur ce champ-là, plutôt que de prendre leur voiture, de traverser, etc., etc. Donc, moi, je le défends. Nous devons avancer. Il y a eu un avis sur le PPRI Drac qui est en train, sur le risque inondation du Drac, qui est en train d'être sorti et qui n'empêche pas le projet. Donc vous savez, en France, le temps du papier est plus long que le temps du projet. Donc moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai demandé à Clément Beaune, le ministre des Transports, c'est qu'à un moment donné, si on veut faire la transition maintenant et si on veut accélérer les transitions, on a besoin d'assouplir un certain nombre de procédures. Sinon, s'il faut 3 ans de procédure alors qu'on a besoin d'un outil maintenant, c'est un peu compliqué. C'est totalement antinomique. Donc je le défends. Je suis très heureux que ce soit Poma qui soit porteur de ça. C'est une belle entreprise locale. Tout le monde doit défendre cette entreprise locale. Ça, c'est du made in France. Moi, je vous avoue, j'ai entendu parler que c'était les Autrichiens qui étaient désormais... à la manœuvre sur les objets dans la vallée de Chamonix, ça me questionne. Ça me questionne. Et j'ai vu personne réagir là-dessus. Tous ceux qui nous expliquent qu'il faut du français, faire français, l'industrie française. Là, on a un très beau projet, une industrie française. Bah, écoutez, allons-y. Moi, j'invite les citoyens. Le Dauphiné Libéré a fait un sondage qui dit que les citoyens sont favorables. Moi, j'invite, quand il y aura l'enquête publique, et ça sera pour bientôt, que les métropolitains se saisissent de ça, les Sassenageois, les Fontainois, les Cessinétois, les Cessinois, tous les habitants de la métropole disent qu'ils sont favorables à ce projet. Il faut montrer qu'en fait, il y a un engouement là-dessus. Et s'ils disent le contraire, ça peut remettre en cause Mais parce la que réalisation. moi, j'écoute les citoyens, donc encore une fois, et je vous le dis, si les citoyens, dans le sondage du Dauphiné Libéré, parce qu'on était à 3000 participants à peu près, si vraiment ils avaient envie de casser en deux le projet, ils l'auraient fait. Donc moi, j'écoute ça avec plutôt beaucoup d'intérêt. Donc 2025 reste un horizon d'actualité pour... 2025 reste un horizon d'actualité. Nous verrons après que le temps que prennent les procédures. Il y aura peut-être des recours. Il y a un nouveau maire de Sassenage. L'ancien était foncièrement opposé au projet. Il était opposé à tout, l'ancien. Donc le problème, c'est qu'il était opposé à tout. Et donc j'espère qu'on aura enfin une Sassenage qui sera véritablement une commune intégrée à la métropole. Bon. On a eu Michel en tout cas, moi, je suis prêt. Je l'ai vu hier, le maire, le nouveau maire, et moi, je suis à sa disposition. Les compteurs sont totalement à zéro. Alors, si j'ai un défaut, une qualité, je ne sais pas comment on peut dire, je ne suis pas rancunier. Donc, moi, maintenant, c'est devant. C'est peut-être un des rares en politique à avoir cette qualité. Bref, à un horizon peut-être plus lointain que 2025, c'est le RER métropolitain. Vous aviez réuni les élus du territoire il y a environ 6 mois. On voit ces images pour manifester votre intérêt collectif pour ce projet structurant pour l'agglomération. Le gouvernement a aussi fait des annonces dans ce sens. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, Christophe Ferrari? S'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que moi j'ai eu le ministre au téléphone. Il va venir dans le territoire à un moment donné
rapidement dans les mois qui viennent pour qu'on puisse poser tout cela. Moi, je veux qu'on accélère les procédures. J'en ai parlé à la préfète de région, la nouvelle préfète de région. Nous, on sera présents. La région a dit qu'il ne mettrait pas d'argent sur l'investissement de base. Il a le matériel roulant, je peux considérer ça. Mais à un moment donné, on ne peut pas dire qu'on sera sur le matériel roulant si les infrastructures initiales ne sont pas faites. C'est comme si vous construisez une maison dans laquelle vous dites « moi, je vais acheter le frigo, mais il n'y a pas l'électricité. » Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'invite la région à vraiment revoir ça. On s'en est parlé avec Laurent Wauquiez. Moi, je peux comprendre certains éléments. Il y a un problème entre Laurent Wauquiez et les projets portés par Grenoble ou la métropole? Non, on a discuté du CPER. Ça a pris du retard, mais parce que on avait besoin, chacun voulait défendre ses choix. Moi, je suis légitimiste sur qui est aux responsabilités. Moi, je travaille avec Jean-Pierre Barbier, je travaille avec Laurent Wauquiez. Ce n'est pas ma sensibilité politique. Est-ce que pour autant je mets mon poing dans ma poche de mes idées et de ma pensée? Non. Par contre, je suis là pour défendre le territoire. On a eu plutôt une belle évolution du CPER et d'ailleurs, contrat-plan État-région. D'ailleurs, le vote a été unanime du Conseil métropolitain. Donc voilà, fermez le banc. Donc maintenant, il faut qu'on parle de ça. L'État doit mettre plus que 280 millions sur le milliard qu'on a besoin. On a un des plus bons projets nationaux. Ça a été dit par le président du comité des infrastructures. Mais parce que là aussi, on s'est tous arrachés collectivement, hein, toute sensibilité politique. La réussite du RER, c'est pas ni Ferrari, c'est pas ni Barbier, c'est tout le monde. C'est Ferrari, Barbier, Wauquiez, les députés, les anciens, les nouveaux. Éric Piolle aussi ou pas? Il n'était pas bien invité. Sûr, le jour de la photo de famille, il n'était pas présent. Bien sûr, c'est ceux qui payent qui étaient là. Donc, à un moment donné, c'est un peu ça le sujet. Bien sûr qu'Éric Piolle, il a contribué largement, mais comme d'autres. Donc, on arrête ce sujet de savoir à qui... Évidemment, c'est un projet collectif. On n'était pas dans les radars il y a quelques temps de ça sur le ferroviaire. Aujourd'hui, on est considéré comme un des plus beaux projets. Et puis, arrêtons de nous dire, c'est pas que les politiques. Nous, on a été une partie, ceux qui ont permis la réussite. Et ça a été vu nationalement. Quand moi, j'ai pu discuter avec Emmanuel Macron à Crolles, c'est pas ce que ST, c'est pas ce que Soitec, c'est pas ce que les grandes entreprises de ce territoire ont dit. Nous voulons ce projet. C'est grâce à eux. Le plaidoyer avec tous les logos des entreprises, c'est ça qui a fait basculer clairement l'intérêt pour le territoire. Alors encore une fois, sachons reconnaître à un moment donné nos réussites territoriales collectives. Et la question n'est pas de savoir à qui revient la médaille, quoi. Donc, par contre, d'abord, elle est en chocolat, la médaille. Donc, ça reste un projet à échéance au moins de 10 ans, Christophe Herrera. Moi, j'aimerais que ça soit plus rapide, mais le ferroviaire, c'est long. Et en fait, là où c'est compliqué, c'est qu'à chaque fois qu'on a une réunion, on se prend 6 mois. C'est pour ça que je vous demandais en 6 mois s'il y avait eu des choses concrètes. Moi, alors, il y a eu des discussions, mais pour l'instant... J'ai dit au préfet, c'est pas tenable, ça. Attendez, excusez-moi de nous expliquer qu'on découvre qu'il y a une pollution du sol, comme si on ne connaissait pas nos pollutions des sols ici. Enfin, on arrête, stop, quoi. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Clément Beaune, et moi, je suis prêt à bosser sur ces sujets, à apporter ma contribution et aider nationalement à ça. Comment on peut simplifier les procédures sans pour autant, je dirais, défoncer les exigences environnementales, renoncer à des principes qui sont les nôtres, qui ont été travaillés par les parlementaires, mais je pense qu'il y a matière à... Un petit mot sur le logement. Cette semaine, le tribunal administratif de Grenoble a étudié les recours déposés par 2 groupes d'opposition municipale contre la vente de Grenoble Habitat, une filiale de la Caisse des dépôts. Alors, Grenoble Habitat, c'est le bras armé de la ville de Grenoble pour construire du logement social. La compétence a été transférée à la métropole, donc on peut trouver logique que la ville se désengage de ce secteur. Ce qui semble moins logique, c'est que la métropole ne se soit pas positionnée pour racheter Grenoble Habitat. Bon, je vous taquine un peu parce que je sais qu'il y avait eu des discussions. Pourquoi ça n'a pas pu se faire? D'abord, la compétence n'a pas été transférée. La compétence est partagée sur le logement. Je rappelle que ce sont les maires qui signent les permis de construire. Elles ont toujours une compétence résiduelle. Je rappelle d'ailleurs que, la métropole que Grenoble n'est toujours pas au rendez-vous du taux SRU en matière de logements sociaux. C'est 25%. Je rappelle que d'ailleurs, les 2 mandats d'Éric Piolle sont les mandats où on a le moins construit de logements sociaux par rapport au mandat de Michel Destot. Je vais juste rappeler ça au passage. Il y a des maires aujourd'hui de toute sensibilité politique qui construisent beaucoup et je leur ai dit tous, quelle que soit votre sensibilité politique, je vous soutiendrai. Même si vos oppositions, qui sont de ma sensibilité politique, disent qu'il ne faut pas bétonner, qu'il ne faut pas, etc. Il y a des exigences de construction.
Grenoble Habitat, moi j'ai fait des propositions de recapitalisation de façon à mettre le moins d'argent possible de la métropole, mais parce que racheter des actions, ça ne fait pas construire un logement de plus. Hein. Ça ne met pas un toit de plus sur la tête des gens. Hein. Donc, à un moment donné, moi, mon rôle, c'est de dire, si je peux mettre 10 millions dans la construction de logements en plus, c'est peut-être mieux. Au départ, on était plutôt parti sur 45 millions. J'ai vu que le prix, il était plus bas. 37. Donc, finalement, je me dis que ce processus a permis quand même de donner une forme de vérité des prix. Moi, j'ai proposé un système à Éric Piolle, qui est toujours d'actualité, d'ailleurs. Hein. Moi, je mets 10 millions, je recapitalise à une valeur d'action qui est plus basse. J'ai le droit. Il me fallait l'accord de la ville de Grenoble et de la CDC. Les autres acteurs, je les avais contactés, ils étaient plutôt d'accord avec ça. Ça n'empêchait pas la ville de Grenoble de vendre ses actions. Maintenant, elle en a fixé d'ailleurs un prix. C'est toujours d'actualité. Donc moi, je ne suis pas favorable à l'arrivée d'un nouveau groupe, même si c'est une SEM, mais ce n'est pas une SEM locale. C'est pas une SEM locale, c'est une SEM nationale. Qui a une gestion qui est nationale des sujets, qui n'a pas une gestion locale. Les décisions de construction, elles ne sont pas prises à Grenoble, elles seront prises à Paris. Donc moi, je ne suis pas favorable à ce modèle-là. Donc ça, je l'ai dit, je ne vais pas changer mon point de vue. Les choses peuvent encore évoluer Sur mon point de vue ? Non, pas sur votre point de vue, sur cette vente. Bon, il y a des recours au tribunal. Est-ce que vous pensez que le dossier est ficelé, quoi qu'il arrive, ou la métro peut encore Moi, revenir je suis prêt à un compromis. Ce compromis, il est sur la base de la proposition que le Conseil métropolitain a validée. Moi, j'ai un mandat du Conseil métropolitain. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité politique à la métropole pour céder Grenoble Habitat à la CDC, céder Grenoble Habitat à la CDC Habitat. Je pense qu'il n'y a pas de majorité politique. Bon, Christophe Herrey, il nous reste 2 minutes. Ça nous laisse le temps pour une dernière question. Alors, c'est pas moi qui vais vous la poser, c'est notre invité de la semaine dernière, Jérémy Yordanov, député écologiste de la 5e circonscription. Bonjour Christophe, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser cette question assez simple. La métropole, les intercommunautés ont de plus en plus de compétences, de pouvoir. Elles financent des projets qui sont structurants pour les habitants. Est-ce qu'il ne serait pas temps de présenter ces projets devant le suffrage universel direct, devant les concitoyens, et donc d'élire en réalité ces métropoles au suffrage universel direct? Merci. Cher Jérémy, monsieur le député, je partage totalement votre point de vue. Je suis favorable à l'élection des conseillers métropolitains au suffrage universel direct, parce que les enjeux sont aujourd'hui tels qu'ils ne peuvent pas échapper au débat politique à un moment donné. Le débat municipal n'est pas le bon lieu, à mon avis, pour pouvoir le poser. Il doit être confronté dans une circonscription métropolitaine. Mais ça pose la question, qui n'est pas la plus simple, c'est de trouver la bonne circonscription pour permettre cette élection. Moi, je ne peux pas imaginer qu'il y ait demain des maires ou des communes qui ne soient pas représentés dans la métropole, dans les conseillers métropolitains. À Lyon, c'est le cas. Ça a obligé le président de la métropole de Lyon à créer une super conférence des maires, à territorialiser plus de choses. Donc, vous voyez, vous êtes réobligé de rééquilibrer. Je rappelle que sous le mandat de François Hollande, il y avait eu des propositions. Il y avait même des simulations de typologie de circonscription. Il peut y avoir d'ailleurs une circonscription par commune. Donc tout ça, c'est possible. Moi, j'invite les députés à se saisir. Il me semblait qu'Emmanuel Macron voulait avancer sur ce sujet-là, notamment nous faire de nous une véritable collectivité, les intercommunalités. Moi, j'aimerais bien. On n'est pas collectivité aujourd'hui, ça serait bien qu'on le soit, et puis qu'on règle ce sujet-là. En tout cas, pour 2026, je ne pense pas que le mode de scrutin change. Vous serez candidat, alors pas à la présidence de la métropole, parce qu'il faut d'abord être élu dans sa municipalité, mais à la mairie de Pont-de-Claix, vous avez envie de poursuivre? Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Bon, très bien, on restera sur cet adage. Dernière question, c'est vous qui la posez cette fois, Christophe Herrey, à notre invité de la semaine prochaine, enfin de la prochaine émission, ce sera dans 15 jours, Julien Paula, vice-président du département et du pays Voironnais. Regardez la caméra, il est en face de vous. Cher Julien, monsieur le maire, êtes-vous favorable dans une perspective de simplifier la vie de nos concitoyens dans leurs déplacements du quotidien
à ce que le Voironnais puisse transférer ses transports en commun au SMAG et que nous soyons dans cette nouvelle étape de la construction d'un réseau finalement à la bonne échelle. Nous sommes en train de le travailler avec le Grésivaudan. Ça serait dommage pour moi qu'il n'aille pas sur le Voironnais. Ne me parlez pas de dette du SMAG. On fait notre affaire de la dette du SMAG. On gère notre histoire. On gère notre affaire. Moi, je veux savoir si sur ce principe-là, vous y êtes favorable. Et si finalement, aussi petite question annexe, mais c'est un petit clin d'œil avec le sourire, que pensez-vous du renoncement de la gratuité des transports scolaires de la région aujourd'hui? Merci. Et ben voilà, la question lui sera posée. L'émission aura lieu le 26 mai, puisqu'il y a quelques ponts du mois de mai qui vont nous faire décaler le QG politique. Merci en tout cas, Christophe Ferrari, d'être venu sur le plateau de Télé Grenoble. Le QG, c'est tous les vendredis, 21h15, le samedi à 13h et le dimanche à 19h. Vous pouvez revoir nos émissions en replay. Merci.